Les derniers géants de François Place. C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui devait à jamais transformer ma vie. Une énorme dent, couverte de gravures étranges. L'homme qui me la vendit, un vieux matelot, tanné et blanchi par des années passées dans les mâtures, prétendait la tenir d'un harponneur malais, rencontré au cours d'une de ces lointaines campagnes de chasse à la baleine. Il en demandait un bon prix, prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculpté, mais une dent de géant, sorte de talisman dont il se séparait à regret, poussé par les nécessités d'une vie que l'âge avait fini par rendre misérable. Je pensais bien sûr à une supercherie, mais l'histoire était belle, et j'emportai la pièce pour 2 guinées. De retour chez moi, je m'empressai d'étudier cette nouvelle acquisition. Ma curiosité, piquée au vif, céda peu à peu la place à l'étonnement, puis à la stupéfaction. Sa taille exceptée, elle avait la grosseur d'un poing, cette dent était rigoureusement semblable à n'importe quelle molaire de sujet humain adulte. Les gravures, étroitement entremêlées, dont elle était ornée, me demandèrent de longs mois d'observation attentive et de recherche méticuleuse. Mes efforts furent récompensés par la découverte, sur l'une des faces internes de la racine, d'une minuscule carte de géographie, dont le dessin se perdait sous un enchevêtrement de figures bizarres. Mais l'ensemble représentait clairement le cours d'un fleuve, des chaînes de montagnes, une région enclavée. Ce ne pouvait être, selon la description donnée dans l'un des plus anciens ouvrages de ma bibliothèque, que le Pays des Géants, aux sources du fleuve noir. Je fis mes malles et me préparai pour un long voyage. Ainsi, au matin du 29 septembre 1849, moi, Archibald Léopold Rothmore, je fis mes adieux à ma fidèle gouvernante Amelia, lui recommandant de veiller avec soin sur ma chère maison de Sussex, et tout particulièrement sur le joyeux bric-à-brac de mon cabinet de travail. On embarqua mes malles. Je gravis à mon tour l'échelle qui reliait le pont du navire à la bonne vieille terre d'Angleterre, et nous appareillâmes. Dès que nous eûmes gagné le large, le capitaine fit mettre toute la toile dessus. Le vaisseau, un vieil Indiaman de la Compagnie des Indes, s'inclina majestueusement et se mit à courir sous la brise qui nous portait. La cabine où je logeais était étroite et nauséabonde, et les cloisons de bois craquaient affreusement à chaque oscillation de la coque. Je m'efforçais malgré tout d'approfondir mes recherches sur le pays des géants, grâce aux nombreux ouvrages que j'avais emportés. Le soir, je restais des heures allongé sur le pont, à contempler les étoiles, bercé par le choc répété des vagues sur l'étrave empanachée d'écume. Je rêvais de mondes perdus, d'îles oubliées, de terres inconnues. À Calcutta, où le vaisseau relâchait pour charger une cargaison de poivre et de cannelle, je me mis en quête d'un ancien camarade de collège. Officiellement, il avait fait fortune dans le commerce d'Inde en Inde, se vantant de posséder comptoirs et navires de Ceylan à Canton. Mais la jonque à bord de laquelle il me reçut préférait manifestement les eaux troubles de la contrebande. C'était, quoi qu'il en soit, un homme discret et prévenant. Il m'offrit les services de son interprète et me fit débarquer, sans me poser de questions, à Martaban, en Birmanie. Je comptais en effet remonter le Salween, puis le fleuve Noir. L'interprète me présenta 2 guides, avec lesquels je perdis, outre la moitié de ma bourse,
un temps précieux à négocier les conditions de mon équipée. Je répartis les hommes, une vingtaine de solides gaillards, sur 2 lourdes embarcations. La première emportait vivres et matériel de campement et ouvrait la marche sous le commandement d'un batelier familier de ces régions. Je suivais sur la seconde, entouré de mes précieux instruments. Montres, boussoles, sextants, armes de chasse, lunettes astronomiques, bocaux pour échantillons, presse à herbier et quelques autres babioles. Le minimum pour un honnête voyageur scientifique. Après 2 mois de navigation sans obstacle notable, nous commençâmes à remonter le fleuve Noir. Les rameurs, pour garder la cadence, chantaient d'une voix âpre et rauque une mélopée lancinante, renvoyée en écho par les lugubres falaises de la dent du dragon. Les falaises se rapprochant dans le cours supérieur du fleuve, le courant devint de plus en plus impétueux, bondissant à travers une série de rapides. Il fallut décharger, porter les bagages au prix de 1000 difficultés le long des rives escarpées et haler à force de nos bras nos esquives ballottées entre les écueils. 2 hommes périrent dans cette malheureuse affaire, happés par le tourbillon des eaux sombres. En amont de ce passage, les falaises disparaissaient sous une végétation luxuriante. La jungle nous submergea de ces miasmes fétides, saturés d'odeurs lourdes d'humus et de moisis. Parfois, un tigre rôdait sur la berge, nous adressant au passage un feulement réprobateur, puis s'évanouissait dans l'épaisseur du feuillage. Nous naviguâmes près de 15 jours dans la pénombre de ce tunnel de verdure. Le cours du fleuve était encombré de branches cassées, de bois flottés à demi pourrissants, de lianes pendantes comme de sinistres chevelures. Les hommes, épuisés, renâclaient. Je renvoyais le gros de la troupe sur les barques et continuais à pied avec les plus vaillants, non sans leur promettre une prime substantielle. Dans un village perdu, nous trouvâmes un peu de repos, et je fis l'acquisition de 3 buffles placides contre 2 méchants fusils et un tonnelet de poudre. Même ainsi, soulagés de la corvée du portage des bagages, nous progressions à grand-peine. Les journées, semblables et mornes, se succédaient dans une atmosphère moite de vivarium. Il nous fallait sans répit enjamber des racines gluantes, glisser sur des cailloux tranchants, patauger dans des marécages infestés de sangsues, endurer les piqûres des moustiques et des fourmis. L'expédition tournait au calvaire. Je profitais des étapes pour collecter des spécimens de la flore et de la faune. Ce pays abritait de magnifiques espèces de papillons. La tenue de mon journal m'astreignait à de longues veillées. L'estimation des distances parcourues était rendue pratiquement impossible par les difficultés du terrain. À vrai dire, je me révélais piètre géographe. Je me rattrapais en couvrant mes carnets d'aquarelles minutieuses. Lorsque la lassitude et le découragement me gagnaient, je reprenais courage en serrant dans ma main la dent de géant. Mes compagnons, qui n'avaient pas ce recours, donnaient des signes d'inquiétude de plus en plus manifestes. Ils redoutaient d'aller plus avant, car nous étions à la lisière du pays des Oies, aimable tribu dont l'activité favorite tenait en 3 mots: couper des têtes. Une nuit, je fus réveillé par des hurlements à vous glacer les sangs.
Depuis le bosquet de fougères géantes qui masquait mon couchage, j'assistais, impuissant, au massacre des hommes de mon expédition. Les Oies méritaient amplement leur réputation. Ils avaient encerclé le campement, invisibles et silencieux, puis frappé avec la rapidité foudroyante du cobra. L'homme de garde à qui j'avais confié mon arme fut tué avant même de pouvoir donner l'alarme. L'embuscade n'avait même pas duré 1 minute. Ils disparurent aussi rapidement, rendant la jungle au bourdonnement des insectes et au jacassement des singes. Hébété, le cœur battant à tout rompre, je rassemblai le peu qui me restait. La montre et la boussole, les carnets, du sucre, du thé, des biscuits et un pot de marmelade que confectionnait si bien ma chère Amélia et qui me fit venir les larmes aux yeux. Rebrousser chemin, c'était courir au-devant d'une mort certaine. Les oies rôdaient toujours dans les parages. Ajouter à leur macabre collection ma tête coiffée d'un haut de forme n'aurait sûrement pas été pour leur déplaire. Je résolus donc de la garder le plus longtemps possible sur mes épaules et de marcher vers le nord. Le terrain s'élevait continuellement. La jungle céda peu à peu la place à une végétation plus clairsemée. Devant moi se dressait une formidable barrière rocheuse, et au-delà resplendissaient les crêtes enneigées d'une chaîne de montagnes. Avec le peu de nourriture qu'il me restait, c'était folie que d'espérer traverser pareil obstacle. La fatigue, la faim et le froid se montrèrent de fidèles compagnons, et je puis témoigner ici de toute la sollicitude dont ils m'entourèrent. À trop les écouter, ma raison vacillait. Je me dis que la vie avait une dent contre moi, une sacrée dent même. Et je me mis à rire si fort que toute la montagne se mit à rire avec moi. À cet instant, la folie de mon projet m'apparut dans toute l'étendue de son absurdité. Un rayon de soleil éclaira brusquement l'arête d'une faille, sourire fugace sur le front buté de la falaise. À mes pieds, cette coulée de lumière dessinait comme un chemin. Je penchai vivement la tête et aperçus, creusées dans la pierre, des traces de pas monstrueuses. Des pas de géants.